Pendant mon service de nuit à l'hôpital, 2 patients ont été amenés aux urgences. À ma grande surprise, c'était mon mari et sa maîtresse. J'ai souri malicieusement et j'ai fait quelque chose. Je m'appelle Michel, 35 ans, et je venais de sortir de la salle d'opération après une intervention de 6 heures. Mes 2 jambes étaient engourdies comme si je venais de courir un marathon, le col de ma blouse encore humide de sueur froide. Les gardes de nuit de décembre à l'hôpital Ascension étaient toujours comme ça. Bruyantes, frénétiques, et ne laissant jamais à une obstétricienne comme moi un moment pour respirer. Je voulais juste rentrer chez moi, prendre une douche chaude et dormir 6 heures d'affilée sans réveil quand le téléphone de garde a soudainement vibré. La voix de l'infirmière en chef a résonné dans le haut-parleur. « Docteur Miller, nous avons 2 patients traumatisés qui arrivent. Hémorragie abdominale sévère, possible fausse couche. » Je me suis figé pendant exactement 1 seconde. Puis, instinctivement, j'ai sprinté vers le service des urgences comme je le faisais toujours. Mais cette fois, juste au moment où les portes des urgences s'ouvraient, j'ai vu l'ambulance glisser dans l'allée. Les gyrophares rouges balayaient des visages tendus. 2 brancards ont été déchargés en même temps. J'ai fait un pas en avant et mes yeux se sont figés sur place. L'homme sur le premier brancard, la chemise trempée de pluie, une longue entaille sur le front pressé avec de la gaze, du sang coulant sur sa tempe, c'était Jackson, mon mari. Son visage était pâle, une large ecchymose fleurissant sur le côté gauche de sa tête, les cheveux ébouriffés par l'impact. Je n'ai pas eu le temps de assimiler ce qui s'était passé avant que mes yeux ne se posent sur le 2e brancard. Une jeune femme, robe en soie noire trempée de sang, les 2 mains agrippant son abdomen dans des spasmes douloureux. Jennifer Davis, la nouvelle assistante de mon mari. Elle était encore consciente, les lèvres serrées par la douleur, la voix tremblante. « Mon bébé, s'il vous plaît aidez mon bébé. » Pendant un très bref instant, j'ai senti mon cœur tomber au fond de ma poitrine. Chaque soupçon, chaque doute rampant qui avait persisté dans mon esprit ces 2 derniers mois, tout cela s'est soudainement assemblé comme une gifle glacée. Mais mon corps, entraîné depuis plus de 10 ans dans cet environnement, s'est redressé automatiquement. J'ai mis mon masque, enfilé des gants et je me suis interposé entre eux, la voix totalement neutre. Je suis le médecin traitant. Déplacez les 2 patients vers la salle de trauma 3. Un médecin urgentiste s'est tourné vers moi et a demandé, « Docteur Miller, vous connaissez la famille ?» J'ai regardé directement le dossier du patient devant moi, sans accorder à Jackson ne serait-ce qu'un demi-regard. Non, je suis juste le médecin traitant. J'ai pris la main de Jennifer, vérifié son pouls, sa tension artérielle, ordonné une perfusion immédiate. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés par la panique, comme si elle ne pouvait pas croire que la personne penchée pour lui sauver la vie était l'épouse légitime de l'homme dont elle portait l'enfant. Mais j'ai répondu par une seule phrase, froide et cliniquement précise. Je vais faire mon travail. Restez immobile. Et dès que j'ai fini de dire « restez immobile », j'ai tiré le rideau, ajusté l'éclairage chirurgical et suis passé totalement en mode clinique. Je suis le médecin traitant. Monsieur Miller est un membre de la famille de la patiente. J'ai énoncé chaque mot clairement pour que l'infirmière l'enregistre, ma voix si stable que même mon propre cœur ne pouvait pas entendre la fissure à l'intérieur. Jennifer haletait, la robe noire imbibée de sang collant étroitement à son ventre. Mais je n'ai pas laissé l'émotion s'infiltrer, pas même 1/1000 de seconde. J'ai examiné son utérus, vérifié le rythme cardiaque fœtal, ordonné une échographie faste pour vérifier la présence de liquide intra-abdominal et demandé une 2e voie veineuse. J'ai dit à l'interne à côté de moi, notez exactement. Pouls 122. Tension artérielle 92/58. Douleur abdominale basse aiguë. Suspicion d'hématome intra-utérin. Préparer NFS, bilan métabolique complet, bilan de coagulation et bêta-HCG en urgence. Tout selon les règles. Rien de trop, rien de manquant, pas un seul écart. J'ai rapproché le chariot d'échographie, appliqué du gel sur la sonde, travaillant assez doucement pour que personne ne puisse m'accuser de causer une douleur intentionnelle. L'écran montrait un sac gestationnel se contractant anormalement. J'ai ajusté l'angle, mesuré la LCC, mesuré le rythme cardiaque fœtal, puis demandé à l'infirmière de préparer des tocolytiques selon le protocole. Tout s'est déroulé rapidement, précisément, au point qu'une infirmière a chuchoté, « Le docteur Miller est une machine ce soir. » Je l'ai entendu mais je n'ai pas réagi. Je voulais juste que tout soit si parfait que personne ne puisse dire que j'avais fait preuve de favoritisme ou de négligence, surtout dans une situation où j'avais la raison la plus profonde de perdre mon objectivité.
Lorsque l'infirmière a signé le dossier médical électronique, je suis entré dans la salle de rédaction, j'ai fermé la porte, pris une longue et profonde inspiration, puis tapé chaque mot sur l'écran. Soins prodigués selon le protocole, aucune implication personnelle. J'ai relu cette phrase 3 fois pour m'assurer que chaque mot était aussi tranchant qu'un scalpel. Mais à l'intérieur de moi, une toute petite flamme venait de s'allumer. Une flamme que Jennifer n'aurait jamais dû allumer. Je suis sorti de la salle de réveil, j'ai fermé la porte et n'avais fait que quelques pas quand j'ai entendu des pas précipités derrière moi. « Michel, attends, s'il te plaît », a crié Jackson, sa voix paniquée comme celle d'un homme poursuivant le fantôme de ses propres erreurs. Je ne me suis pas retourné, mais il a quand même couru après moi. Une main pressant la gaze sur son front, l'autre touchant légèrement mon coude comme s'il cherchait une encre. « Michel, Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux expliquer. C'était un accident. Je me suis arrêté en plein milieu du couloir, me tournant pour lui faire face. L'éclairage de l'hôpital était si blanc que je pouvais voir chaque trace de sang séché emmêlée dans ses cheveux. J'ai parlé doucement, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un scalpel. Ici, je suis médecin. Les affaires de famille viennent plus tard. Ma voix était si calme que Jackson s'est figé. Peut-être s'était-il trop habitué à ce que je sois douce, patiente, toujours à l'écoute. Mais ce soir, il avait besoin de s'écouter lui-même et de faire face aux conséquences de ce qu'il avait fait. Je l'ai laissé debout dans le couloir et je suis parti comme s'il n'était qu'un membre de la famille de n'importe quel autre patient. Quand j'ai atteint l'entrée de l'hôpital, l'air froid m'a giflé le visage. Je me suis contenu jusqu'à traverser le parking où les lampadaires jaunes se reflétaient sur les vitres de ma voiture. Au moment où la portière s'est fermée, le silence à l'intérieur de la voiture m'a écrasé la poitrine. Tout ce que j'avais refoulé a soudainement surgi. J'ai pleuré, non pas parce que j'avais perdu Jackson, mais à cause de l'humiliation qu'ils avaient créée tous les deux en plein milieu de mon service. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser mon téléphone sur le siège passager avant d'appeler Mia. Elle a répondu après exactement une sonnerie. « Michel, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas pu parler pendant les premières secondes. Seul le bruit de ma respiration étouffée passait. Le ton de Mia a changé instantanément, se transformant en acier. « Viens chez moi maintenant. » J'ai conduit en pilote automatique, les lampadaires défilant comme un film en avance rapide. Quand je suis arrivé aux appartements de la Book Tower, le Penthouse de 2 millions de dollars au centre-ville de Détroit, Mia était déjà à la porte, enveloppée dans un long gilet, les yeux écarquillés en me voyant. Au moment où elle m'a rejointe, elle m'a tiré dans ses bras, me serrant fort comme pour m'empêcher de m'effondrer. Les liaisons ont toujours un prix. La seule question est quand. Je me suis assise sur le canapé Minotti crème que Mia adorait, mes mains tremblant toujours. Je lui ai tout raconté, des sirènes à l'image de Jackson sur le brancard avec la gaze imbibée de sang, jusqu'au cri de Jennifer, « Pourquoi toi ?» À chaque phrase que je parvenais à dire, Mia resserrait sa prise sur mon épaule, non pas pour me réconforter, juste pour me maintenir debout. Quand je me suis tu, Mia s'est levée, m'a versé un verre d'eau et a dit, « Très bien, s'ils veulent la guerre, nous nous battrons avec la loi. » Puis elle a pris son téléphone, composé un numéro familier et a dit, « Je le veux ici demain. » Michel a besoin de soutien. Je l'ai regardée, confuse. Mia a esquissé un sourire mince et froid. Pas juste du soutien. Michel, pour te protéger, tu as besoin de quelqu'un qui sait comment déterrer la vérité. Elle a posé son téléphone, s'est tournée vers moi. C'est William Carter, un détective avec qui j'ai travaillé sur 2 affaires de divorce financier. Il est bon, discret, surtout, il ne perd jamais. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai arrêté de pleurer. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que j'ai réalisé que je ne me battrais pas seul. 2 jours plus tard, j'étais assise dans la salle de garde, les néons se reflétant sur la table en acier froid. Je passais en revue les résultats de laboratoire de quelques patients lorsque mon téléphone a vibré. William Carter, appel entrant. J'ai répondu. La voix de William était basse, posée et si précise qu'on aurait dit que chaque mot avait été présélectionné. Docteur Miller, j'ai la première série de résultats. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Dis-moi, William. Il n'a pas perdu de temps. Jennifer Davis a eu un enfant quand elle était à l'université, mais elle ne sait pas qui est le père. C'était le résultat d'une fête impliquant plus de 4 hommes, dont aucun n'a pris ses responsabilités. Je me suis figé,
mes doigts se resserrant sur le bord de la table. Et l'enfant? Noah, a répondu William. 5 ans, vit actuellement avec les parents de Jennifer à Grand Rapids. Jennifer envoie $5 000 par mois pour ses soins, mais elle n'a jamais dit à personne dans l'entreprise qu'elle avait un enfant. Je me suis adossé à ma chaise, ayant l'impression que quelqu'un avait déchiré un rideau cachant toute sa vie secrète. William a continué, sa voix inchangée. Il y a 3 ans, Jennifer a postulé pour travailler dans l'entreprise de Jackson. Au cours des 14 premiers mois, elle a eu des relations amoureuses avec 3 hommes au bureau. Toutes se sont terminées discrètement parce qu'elle exigeait la confidentialité. J'ai fermé les yeux, me forçant à rester calme. Et elle et Jackson, quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 1 an, quand elle est devenue l'assistante personnelle de Jackson. Après cela, le nombre de messages, d'appels et de réunions en tête-à-tête a quadruplé. J'entendais mon propre rythme cardiaque, ne se brisant plus, mais passant de la douleur à la froideur. William a fait une pause de quelques secondes, puis a livré la partie la plus lourde. Il y a 9 mois, Jackson a commencé à transférer $12 000 chaque mois à une société au nom de Jennifer, Davis Consulting LLC. Mais la société n'a aucune activité, aucun dépôt, aucune transaction légale. C'est essentiellement un compte de transit. J'ai compris immédiatement. Blanchiment interne. Exactement. Ou dissimulation d'actifs matrimoniaux. Les deux sont des crimes. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu entendre la climatisation ou les sirènes d'ambulance à l'extérieur de la fenêtre. Seulement ma propre respiration. Lente, lourde et plus calme que je ne l'espérais. Bien. Continue de creuser, ai-je dit, ma voix plate comme l'eau avant une tempête. Va plus loin dans le conte et découvre qui d'autre est impliqué. William a répondu instantanément. J'enverrai un rapport complet dans les 48 heures. Préparez-vous. Ce n'est pas juste de l'infidélité, Michel. C'est un schéma financier souterrain. J'ai posé le téléphone, fixant la paire de gants sur le bureau. À ce moment-là, j'ai réalisé que certaines blessures ne peuvent être soignées que par la vérité. Et la vérité, une fois déterrée, ne peut jamais être enterrée à nouveau. J'ai fermé mon téléphone, je me suis levé et j'ai lavé mes mains sous l'eau froide, laissant mon esprit se poser sous le flux régulier. La vérité sur le passé de Jennifer n'était que la première couche. J'avais besoin de la couche suivante, celle que personne ne pouvait nier, celle que la science elle-même validerait. Ce matin-là même, alors que Jennifer était transférée dans la salle d'observation spéciale, je suis entré avec le professionnalisme calme d'un médecin. Votre état est plus stable, ai-je dit en vérifiant ses signes vitaux. Je veux effectuer quelques tests de dépistage supplémentaires pour m'assurer que le fœtus ne court aucun risque. Jennifer a hoché la tête immédiatement, supposant probablement que c'était la routine. Elle ne savait pas que parmi la batterie de tests que j'avais ordonnés, j'en avais discrètement ajouté un de plus, un test NIPT étendu, le genre qui analyse l'ADN fœtal dans le sang de la mère et peut déterminer la similarité génétique avec un père présumé. J'ai remis l'ordonnance à l'infirmière et j'ai quitté la chambre sans autre explication. Dans le dossier médical, j'ai écrit une raison vague mais médicalement valide. Indication, dépistage génétique standard dû à un traumatisme abdominal. Personne ne l'a remis en question. Personne n'a demandé. 3 jours plus tard, juste après avoir terminé une procédure laparoscopique, l'infirmière du laboratoire m'a appelé à voix basse. Docteur Miller, vos résultats confidentiels sont prêts. Voulez-vous qu'ils soient imprimés ou consultés en privé? J'ai essuyé la sueur de mon front. En privé. Envoyez-les sur mon email sécurisé. Je suis entré dans une salle de conférence vide et j'ai verrouillé la porte. L'air froid faisait trembler mes mains alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. Lorsque le fichier de résultats est apparu, la première ligne que j'ai vue était « Probabilité de correspondance paternelle, 0%. » Je n'ai pas respiré pendant plusieurs secondes, non pas par choc, mais parce que tout avait enfin pris une forme qui ne pouvait être niée. Le bébé à l'intérieur de Jennifer n'était pas celui de Jackson. Ce que je ressentais n'était ni soulagement ni douleur. C'était une sérénité impitoyable, comme retirer une aiguille qui était enfoncée dans mon cœur depuis des semaines. Je n'ai pas entré le résultat dans son dossier. Un résultat comme celui-ci à ce moment-là ne ferait que rendre Jennifer méfiante et compromettrait tout. J'ai stocké le fichier dans mon répertoire privé, l'ai crypté avec 2 couches de mots de passe, puis j'ai envoyé une copie à une seule personne, William Carter, avec une seule ligne brève, suis cette piste.
2 minutes plus tard, William a rappelé. Reçu. Donnez-moi 48 heures. Si le bébé n'est pas de Jackson, alors il doit y avoir quelqu'un d'autre. Je le trouverai. J'ai fermé les yeux, je me suis adossé à la chaise, me laissant respirer normalement à nouveau. La vérité se mettait enfin en place. Et bien que je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, je savais une chose avec certitude. Cette bataille n'était plus entre moi et Jennifer. Elle s'étendait en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que même Jackson n'avait jamais vu venir. 3 jours plus tard, j'ai conduit seul de Détroit à Ann Arbor pour l'anniversaire de ma belle-mère. Le trajet a pris près d'1 heure, et j'en ai passé presque la moitié à me préparer à garder le visage de la belle-fille parfaite que la famille de Jackson attendait toujours. J'ai maintenu la bonne respiration, le bon sourire, la même gentillesse que je leur avais toujours montrée, non pas pour Jackson, mais pour ma propre dignité. Quand je suis entré dans la maison, tout le monde a applaudi pour m'accueillir. Ma belle-mère m'a serré fort dans ses bras comme si tout était encore parfait. Jackson se tenait derrière elle, la blessure sur son front encore visible, bien que la gaze ait été remplacée. Il s'est approché, s'est penché et a embrassé mes cheveux. Un geste si doux que toute la famille a poussé un cœur de ravissement. Pour n'importe quel observateur, nous devions ressembler à un couple qui venait de tomber amoureux à nouveau. Mais alors que j'étais assise à côté de lui, c'était comme être assise à côté d'un étranger, un homme que j'attendais calmement pour voir ce qu'il pouvait cacher d'autre. Les plats ont été apportés. La conversation bourdonnait joyeusement. Je hochais la tête, souriais au bon moment, répondais doucement, ne déviant jamais une seule fois de l'image sereine que j'avais façonnée à travers 7 ans de mariage dans cette famille. Mais à l'intérieur, ma poitrine était si serrée que chaque respiration ressemblait à un effort. Juste au moment où le premier verre de vin rouge était versé, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil discret sous la table. J'ai ouvert l'écran. Email de William Carter. Objet, vous devez voir ça maintenant. Je l'ai ouvert et à ce moment-là, la pièce est devenue silencieuse dans mon esprit même si les rires résonnaient encore autour de moi. La première ligne de l'email ne contenait que 2 mots, c'est pire. J'ai fait défiler vers le bas. Des dizaines de fichiers joints, vidéos, images, reçus bancaires. William a écrit, Jennifer a couché avec 3 hommes, Daniel, Michael, Mason, la même nuit dans un chalet au lac Saint-Clair. 8 semaines plus tard, elle a rencontré chacun d'eux au même café et a exigé $25 000 de chacun pour rester silencieuse. Toutes les caméras du café ont tout enregistré. Elle a même envoyé des clips vidéo flous du chalet à Daniel comme chantage. Mes yeux se sont fixés sur le clip que William avait joint. Jennifer en souhaite à capuche assise en face de Michael dans le café, sa main poussant son téléphone vers lui, disant quelque chose que la caméra ne pouvait pas capter. Mais l'expression paniquée de Michael en disait assez. $25 000 pour couvrir une nuit imprudente. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre de vin si fort que mon poignet tremblait. J'ai dû le poser immédiatement, craignant de le laisser tomber. Mon cœur battait comme un marteau dans ma poitrine. J'ai levé les yeux, forcé un sourire poli alors que ma belle-mère demandait si je voulais plus de salade. J'ai répondu, oui, maman. Je vais en prendre. D'une voix si douce que personne ne pouvait le dire. Mes mains tremblaient sous la table, serrées l'une contre l'autre. Seul je savais. Seul je comprenais et seul j'étais assise là au milieu d'une famille apparemment paisible alors que la vérité la plus sale brûlait doucement dans la paume de ma main. Quand la fête s'est terminée, j'ai serré ma belle-mère dans mes bras et dit au revoir à tout le monde avec le doux sourire qui leur était familier. Mais au moment où je suis sorti, ce sourire est tombé de mon visage comme un masque que je n'avais plus besoin de porter. J'ai rouvert mon téléphone et passé en revue chaque fichier que William avait envoyé. Chaque clip, chaque élément de preuve, chaque virement bancaire. Et je savais que je ne pouvais pas laisser cela s'estomper dans le gris. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Jackson n'est pas rentré. Cela faisait 2 nuits consécutives qu'il disait rester au bureau pour gérer les retombées de l'accident. Mais après ce que William avait découvert, l'histoire de dormir au bureau sonnait plus faux qu'un feuilleton bon marché. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à notre portail financier partagé, le compte que nous utilisions pour les investissements et les achats immobiliers, et bien sûr, enterré dans les transactions récentes, se trouvait un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Résidence Maple Ridge, unité 5B, à seulement 4 pâtés de maison du bureau de Jackson. J'ai ouvert le dossier de propriété.
Je me suis figé. Propriétaire, Jackson Miller et Michelle Miller. Statut, bien commun matrimonial. Résident actuel, Jennifer Davis. Il m'a fallu exactement 3 secondes pour relier les points. Jackson n'a pas seulement trompé. Il a installé Jennifer dans une propriété que nous possédions conjointement, dissimulant des actifs et détournant des biens matrimoniaux. Un acte que la loi du Michigan considère comme une violation grave dans les cas de divorce et de partage des biens. Mon sang s'est glacé comme s'il avait été drainé directement de ma poitrine. J'ai appelé mon avocate immédiatement. Elena Brox, une spécialiste du divorce et des biens matrimoniaux. Je n'ai dit qu'une phrase. Envoyer un avis d'expulsion à Jennifer Davis, Maple Ridge, 5B. Elena a compris la gravité sur le champ. 1 heure plus tard, j'ai reçu le scan. Un avis formel exigeant que Jennifer libère la propriété conjugale dans les 7 jours, conformément à la loi 552 401 du Michigan. Le lendemain matin, Jackson m'a appelé, la voix frénétique. « Michel, qu'est-ce que tu as fait ? Jennifer ne peut pas juste déménager. » J'ai fixé l'écran du téléphone, sentant une paix étrange s'installer sur moi. « Tu peux expliquer ça au tribunal ?» ai-je répondu, puis j'ai raccroché. Jackson n'a pas réalisé ou n'a pas été assez rapide pour cacher que refuser de se conformer à un avis de libération d'un bien matrimonial était la preuve parfaite d'une dissimulation volontaire d'actifs pendant le mariage. Et à ce moment précis, j'ai réalisé que plus Jackson essayait de protéger Jennifer, plus il détruisait à lui seul tout ce qu'il possédait. Et ironiquement, le lendemain même, j'ai été celle convoquée dans la chambre de Jennifer pour son contrôle fœtal de routine, le travail qu'elle m'avait effrontément demandé de continuer depuis le début. Je suis entré dans la chambre avec une expression complètement vide, j'ai enfilé des gants propres, ouvert son dossier numérique et commencé l'examen. J'ai fait mon devoir. Vérification du rythme cardiaque fœtal, échographie, évaluation de la fonction rénale, vérification des édèmes, taux de protéines dans ses urines. Professionnellement, je ne laissais aucune marge d'erreur. Personnellement, je ne m'autorisais plus à ressentir quoi que ce soit. Vous devriez limiter les aliments épicés, salés et gras. Avec vos antécédents de calculs rénaux, vous êtes dans un groupe à haut risque, ai-je dit clairement lors de son 3e contrôle depuis l'accident. Jennifer a hoché la tête vaguement, les doigts entortillant ses cheveux, les yeux rivés sur son téléphone. Jackson se tenait à côté d'elle, me lançant un regard mi-défiant, mi-irrité. J'ai continué à expliquer, si vous n'ajustez pas votre régime alimentaire, le risque de récidive de calculs rénaux pendant la grossesse est très élevé. Une récidive au 2e trimestre peut. Jackson m'a interrompu brusquement. Essaies-tu de la punir, Michel ? Je l'ai regardé, j'ai cligné des yeux une fois, lentement. Le genre de clignement que les médecins utilisent face à des patients mal informés et des parents déraisonnables. J'offre un avis médical, pas des opinions personnelles. Il a laissé échapper un petit rire moqueur. Ouais, bien sûr. Depuis quand te soucies-tu autant de sa santé ? Je sais que tu es en colère, mais n'implique pas ta profession là-dedans. Je n'ai pas répondu. Toute réponse risquait de compromettre l'avantage stratégique que je détenais, et je ne laisserai jamais un tricheur m'entraîner à son niveau. J'ai ouvert le dossier et documenté exactement ce qui devait être enregistré. Pas d'omission, pas d'euphémisme, pas d'adoucissement. Au risque dû aux antécédents de calculs rénaux. Nous surveillerons de près. J'ai délibérément mis en gras, au risque, parce que je savais une chose, les dossiers médicaux sont des preuves légales, et les preuves légales ne peuvent pas être effacées. Jennifer s'en fichait. Jackson a imprudemment ignoré chaque avertissement. Ils ont continué tous les deux à manger ce qu'ils voulaient, friture, soda, plats épicés et salés, comme si son utérus ne portait pas une vie en développement. 1 semaine plus tard, j'ai vu Jennifer entrer dans la clinique avec un sac de fast-food à la main, Jackson à ses côtés, riant comme si rien ne comptait, inconscient que chacune de leurs décisions négligentes érodait l'avenir fragile de l'enfant qu'elle portait. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je ne prouvais pas que j'étais un bon médecin. Il prouvait qu'ils étaient complètement indignes des conseils que je donnais. Mais la vie médicale est toujours juste de la manière la plus cruelle. Elle ne fonctionne pas sur les émotions, seulement sur les conséquences. 2 mois plus tard, un mardi matin enneigé, Jennifer a été transportée aux urgences, pâle comme un linge, agrippant son flanc droit, trempé de sueur. Elle gémissait à chaque respiration, son corps convulsant par vagues aiguës de douleur, calculs rénaux aigus. Un seul coup d'œil a suffi.
Je savais que le calcul avait bougé, bloquant l'urtère et mettant en danger à la fois la mère et le fœtus. La première chose que j'ai faite a été d'ordonner une échographie immédiate, des analyses de sang, et j'ai sorti ces dossiers précédents. Je les avais prévenus mot pour mot. Quand les résultats sont arrivés, j'ai parlé calmement. Nous avons besoin d'une procédure mini-invasive. Maintenant. C'est l'option la plus sûre pour vous et le bébé. Mais Jackson, avec le genre d'ignorance confiante que je connaissais trop bien, s'est avancé et m'a coupé. Non, je ne la laisserai pas se faire opérer. Nous allons dans une clinique privée. Quelqu'un nous l'a recommandé. Ils ont une option moins chère. Moins chère. Il parlait de la vie d'une femme enceinte et d'un enfant à naître avec le critère du « moins cher ». Je suis resté calme, j'ai expliqué lentement et clairement en des termes que quiconque sans formation médicale pouvait comprendre. Les cliniques privées n'ont pas de système de surveillance fœtale. Le risque d'infection est élevé. S'il y a un retard, elle pourrait. Jackson m'a interrompu à nouveau. Michel, tu n'as pas besoin de dire aux gens comment vivre leur vie. C'est la décision de notre famille. Elle ne te fait pas confiance. J'ai regardé Jennifer. Elle souffrait tellement que ses lèvres étaient devenues bleues, mais elle a quand même hoché la tête faiblement en accord avec Jackson comme une poupée programmée. Et ainsi, ils ont signé le formulaire de décharge pour responsabilité personnelle totale, puis sont sortis de l'hôpital dans leur SUV coûteux, comme s'ils allaient faire du shopping, pas fuir une urgence médicale. Je savais que ce qui allait arriver serait terrible, mais en tant que médecin, je ne pouvais pas arrêter les gens qui choisissaient de marcher droit vers leurs erreurs. 3 jours plus tard, alors que je faisais ma tournée prénatale du matin, les urgences ont appelé, Dr Miller, nous avons une patiente qui revient. Enceinte, forte fièvre, hypotension, choc septique possible. Je me suis précipité en bas. Jennifer était allongée sur le brancard, frissonnant de manière incontrôlable, les lèvres gercées et saignantes, les yeux ternes. La prévoyance était infectée, son flanc enflé et rouge, le pouls faible comme un fil. Jackson courait à côté d'elle, paniqué, la gaze sur son front disparut sans qu'il s'en rende compte. Michel, s'il te plaît, tu dois la sauver. Ils ont dit que les antibiotiques suffiraient. Ils ont dit. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé seulement Jennifer et d'un seul coup d'œil j'ai su. Quelques minutes de plus et ni la mère ni l'enfant ne survivraient. Emmenez-la au bloc maintenant, ai-je crié pour la première fois depuis des années, laissant ma voix monter au-delà de la normale pour une gynécologue obstétricienne. Je me suis lavé, changé en tenue stérile et j'ai saisi le scalpel avec le genre de concentration que je réservais uniquement aux chirurgies les plus risquées. Le moniteur bipait avec urgence. Les infirmières annonçaient des constantes vitales en chute. Jackson sanglotait à l'extérieur du bloc. Je n'entendais rien de tout cela, seulement le ralentissement du rythme cardiaque fœtal sur l'écran et la sensation du temps qui s'écoulait à l'envers. Avec chaque once de compétence que j'avais, j'ai fait la bonne incision, drainé le pus, irrigué l'abdomen, contrôlé l'infection, stabilisé la circulation et finalement gardé le bébé en sécurité à l'intérieur de l'utérus. Quand l'opération s'est terminée, tout le bloc a expiré à l'unisson. Jennifer a survécu. Le bébé a survécu. J'ai retiré mes gants, baissé la tête une seconde, non pas par épuisement, mais sous le poids d'avoir lutté pour sauver 2 vies, dont l'une avait délibérément essayé de détruire la mienne. Et à l'extérieur du bloc, Jackson se tenait là, pâle comme de la cendre, me fixant comme s'il venait de voir quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, que je pouvais sauver tout le monde, sauf le mariage qu'il avait déjà tué. Mais cette nuit-là, je n'avais pas le temps de penser à Jackson ou Jennifer comme aux personnes qui m'avaient trahi. Devant moi se trouvaient seulement une patiente et une petite vie luttant pour survivre. Moins de 40 minutes après la fin de la chirurgie de l'infection, l'état du fœtus a commencé à se détériorer. Le rythme cardiaque a chuté, les contractions utérines sont devenues erratiques, les niveaux d'oxygène ont fluctué. J'ai regardé le moniteur, le ventre de Jennifer, puis l'équipe autour de moi. Nous devons accoucher maintenant. Personne ne s'est opposé. Personne ne m'a questionné. J'ai pris la décision finale. L'accouchement d'urgence à 32 semaines a duré près de 4 heures, un laps de temps qui a semblé à la fois une éternité et un seul souffle. J'ai maintenu mon incision stable, ordonné une perfusion maximale de stéroïdes pour les poumons fœtaux, lutté pour chaque seconde alors que la tension artérielle de Jennifer s'effondrait, se stabilisait, puis s'effondrait à nouveau. Tout le bloc était silencieux. Seules les machines résonnaient sur les murs blancs.
Quand j'ai sorti le petit garçon de l'utérus, son corps était bleu, pesant moins de 2 kilos, les poumons encore sous-développés, la respiration à peine un murmure. Mais il vivait. Il bougeait. Il a donné le plus faible signe de vie dans ma main. Une infirmière a pleuré. Une autre a expiré si profondément que ses épaules se sont affaissées. Quant à moi, j'ai simplement baissé ma main sur ma poitrine, sentant mon propre rythme cardiaque synchronisé avec ma profession. Stable, précis, impassible. Alors que le bébé était transféré aux soins intensifs néonatal, NICU, je suis retourné fermer le site chirurgical de Jennifer, vérifiant la perte finale de liquide et la réponse aux médicaments. Tout mon corps me faisait mal, mon cou était tendu comme s'il était tiré, mais mon cœur était étrangement calme. J'avais fait ce qui était juste. J'avais tout donné. Pas pour Jackson, pas pour Jennifer, mais pour un enfant innocent qui n'avait jamais choisi les circonstances de sa naissance. Quand Jennifer s'est réveillée de l'anesthésie, des larmes coulaient sur ses joues pâles. Elle m'a regardé, plus aucune arrogance, plus aucun défi, plus aucun triomphe, seulement la peur brute d'une mère qui a failli perdre son enfant. Sa voix s'est brisée, déchiquetée et fragmentée. Merci. Je suis désolé. Je n'ai pas dit que c'était bon. Je n'ai pas dit que je te pardonne. J'ai juste hoché la tête. Assez pour qu'elle sache que ses excuses avaient été entendues, mais pas assez pour effacer ce qui s'était passé. Et alors que je sortais de la salle de réveil et fermais la porte derrière moi, je savais une chose avec certitude. À partir de ce moment, la spirale de conséquences que Jackson et Jennifer avaient mise en mouvement n'affecterait plus seulement moi. Elle consumerait aussi leur vie. Mes yeux piquaient encore à cause des lumières de la salle d'opération alors que j'entrais dans la salle postnatale où Jennifer se reposait après l'accouchement et où le petit garçon était surveillé aux soins intensifs néonatal. La chambre était si calme qu'on pouvait entendre le goutte à goutte de la perfusion tomber régulièrement, mais ce silence n'a pas duré une minute entière. La porte s'est ouverte brusquement. Jackson est entré, le visage tiré par 3 jours sans sommeil dans le couloir de l'hôpital, mais ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une confiance effrontée. « Michel » a-t-il dit, se tenant droit, la voix tendue comme une corde tirée. « Je veux parler de la garde. Je suis le père du bébé. J'ai des droits légaux. » Je l'ai regardé, ayant l'impression de regarder un étranger auditionné pour un rôle auquel il n'appartenait pas. Il le croyait vraiment. Ou peut-être qu'il en avait juste besoin. J'ai plongé la main dans la poche de ma blouse et en ai sorti une enveloppe blanche tamponnée par le laboratoire de l'hôpital, une enveloppe que j'avais gardée depuis la naissance. Je l'ai placée dans la main de Jackson, ma voix calme comme si je discutais de la météo. Lis ça. C'est le résultat ADN postnatal. Jackson l'a déchiré immédiatement, ses yeux scannant la première ligne. Et à cet instant, j'ai vu la confiance en lui se désintégrer en cendres. Ses lèvres se sont entr'ouvertes mais n'ont émis aucun son. Ses mains tremblaient si violemment que le papier a failli glisser au sol. Il l'a relu, cette fois à voix haute. Correspondance paternelle, 0%. 0. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien dit. J'avais assez parlé au cours des derniers mois par l'action, les avertissements et un silence qui portait plus de sens que les mots ne le pourraient jamais. Jackson a bégayé, la voix perçante. Alors qui est le père ? J'ai levé les yeux vers l'horloge au mur. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau. Mason, le meilleur ami de Jackson depuis 15 ans, est entré. Il s'est figé, les mains couvrant sa bouche en voyant Jennifer sur le lit et en entendant le bébé pleurer faiblement depuis les soins intensifs néonatals. J'avais été celle qui avait envoyé un message à Mason. Je lui avais envoyé une copie séparée du rapport ADN secondaire, celui qui listait le père biologique, et Mason savait. Il savait, mais il était venu pour le confirmer de ses propres yeux. Mason s'est avancé, les yeux rouges, alors que les pleurs du bébé résonnaient dans le couloir. Où est le bébé ? Mon bébé. Je veux le voir. Jackson a hurlé, se jetant pour bloquer Mason. Tu m'as trahi. Tu as couché avec Jennifer dans mon dos. Mason n'a pas esquivé, n'a pas menti. Il a juste regardé Jackson, les yeux pleins de désespoir, de confusion et de la culpabilité qu'il ne pouvait plus cacher. Je ne t'ai pas trahi. Je ne savais pas, Jennifer m'a dit que le bébé était de moi. Je n'avais aucune raison de douter d'elle. La pièce a explosé de silence. Jennifer s'est effondrée, les épaules tremblant violemment.
Jackson restait là, les yeux injectés de sang, la bouche ouverte, mais incapable d'émettre un son. À ce moment-là, j'ai tout vu clairement sous la lumière fluorescente. Jackson a perdu sa femme. Jackson a perdu son meilleur ami. Jackson a perdu la seule illusion à laquelle il s'était accroché pendant des mois, que Jennifer portait son enfant. Alors qu'il s'effondrait sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, je n'ai ressenti qu'une chose. Ce n'était pas ma victoire. C'était sa conséquence. Livré au moment précis où je n'avais plus d'autre choix que la vérité. Et cette conséquence ne s'est pas terminée dans la chambre d'hôpital. Elle m'a suivi directement au tribunal des affaires familiales du comté de Wayne, où j'ai placé un dossier épais sur le bureau du juge, inébranlable, sans hésitation, sans une seule larme restante pour un homme qui ne les méritait plus. Dans ma demande de divorce, j'ai inclus tout ce qui était nécessaire pour exposer ce que Jackson avait fait, transférer illégalement $12 000 par mois dans une société écran au nom de Jennifer, cacher des biens matrimoniaux en installant sa maîtresse à Maple Ridge 5, une propriété détenue conjointement par nous deux, soutenir financièrement une fausse entreprise, violant les lois de transparence matrimoniale du Michigan. Je me souviens des yeux de la juge alors qu'elle tournait la page 18. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes, d'abord vers moi, puis vers Jackson, qui était assis figé comme une statue, les poings serrés. « Monsieur Miller », a-t-elle dit lentement, clairement, vos actions violant non seulement les obligations matrimoniales, mais aussi les lois sur le partage des biens. Madame Michelle Miller a le droit légal de réclamer le partage en faveur de la partie lésée. Jackson a ouvert la bouche pour parler, mais son avocat a posé une main sur son épaule, un avertissement silencieux. Plus il parlait, plus il ferait de dégâts. Et juste après 3 courtes audiences, le jugement est tombé si rapidement que beaucoup n'avaient pas encore saisi la gravité de la faute de Jackson. J'ai obtenu la pleine propriété du condo, de tous les biens matrimoniaux et de chaque investissement détenu conjointement. Pas de partage 50-50e, pas de négociation, pas de compromis. Tout ce qui avait été construit sur mon travail garde de 36 heures, chirurgie d'urgence, année apportée le revenu familial a été rendu à celle qui l'avait vraiment gagné. Jackson se tenait dans le couloir du tribunal, les mains pendantes, le visage vidé de toute couleur. Pas de maison, pas de famille, pas d'honneur, et pas de meilleur ami parce que Mason était maintenant aux soins intensifs néonatal en train de bercer le bébé qui n'était pas celui de Jackson. Le jour où le tribunal a clos le dossier, Jackson a emballé ses quelques affaires restantes et a quitté le condo, celui où il avait autrefois amené sa maîtresse. Il est retourné vivre chez ses parents à Ann Arbor, dans la même chambre d'adolescent qu'il avait quittée à 18 ans pour réussir par lui-même. Quant à moi, quand j'ai fermé la porte derrière lui une dernière fois, je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de vengeance. Je me suis senti juste. Juste, parce que la justice cette fois-ci se tenait aux côtés de celle qui n'avait jamais menti. Juste, parce que je n'avais laissé personne piétiner mon estime de soi sans conséquence. Et juste, parce que c'était la seule façon de commencer un nouveau chapitre, un chapitre où le nom Jackson Miller n'apparaîtrait sur aucune page. Mais tout le monde dans cette histoire n'est pas sorti des décombres avec fierté. Certains ont dû ramper, se traînant dehors avec toute la honte et l'amertume qu'ils avaient créée. 3 semaines après le jugement de divorce, la nouvelle du rôle de Jennifer dans le scandale financier s'est répandue dans l'entreprise de Jackson plus vite que le vent d'hiver de Détroit. Son utilisation d'une société écran, le chantage interne et le scandale qui a suivi ont laissé les dirigeants sans aucune couverture à offrir. Elle a été renvoyée lors de la réunion du lundi matin. 3 heures plus tard, la nouvelle avait fuité en ligne. Un massacre en ligne a commencé. Des centaines de commentaires, de partages et de hashtags moqueurs ont explosé partout. Les gens ont fouillé l'Instagram de Jennifer, scruté son ventre de grossesse, disséqué chaque mot qu'elle avait jamais posté. Elle est devenue l'image de la maîtresse qui a détruit la famille de sa meilleure amie. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je voyais juste cela comme la tempête qu'elle avait elle-même invoquée. Cet après-midi-là, alors que je sortais des soins intensifs néonatal après mon service, j'ai vu une silhouette familière au bout du couloir. De petites épaules tremblantes, des mains agrippant un manteau. Jennifer. Son visage était pâle, les yeux gonflés d'avoir pleuré, mais elle s'est tenue droite quand elle m'a vu. « Michel, tu as 1 minute ?» Sa voix était si petite qu'elle ressemblait à celle d'un enfant, pas d'une femme adulte. J'ai hoché la tête. Elle a pris une profonde inspiration, puis s'est tenue juste devant moi, des larmes tombant trop vite pour être essuyées. « Tu nous as sauvés,
moi et mon bébé, du début à la fin. Je ne mérite pas le pardon. Je le sais. Mais... Elle a saisi ma main, les épaules tremblant de sanglots. Tu nous as sauvés. Je te dois la vie. Pendant un moment, je n'ai pas vu la femme qui avait brisé mon mariage. J'ai vu une patiente, une mère, quelqu'un qui était revenu du bord de la mort. Et durant toutes mes années en tant qu'obstétricienne, une chose que j'avais apprise était ceci, certaines blessures n'ont pas besoin de pardon pour finir par se refermer. J'ai doucement retiré ma main. Pas froidement, mais pas tendrement non plus. Élevez bien votre enfant, ai-je dit. Ferme, mais pas vindicative. C'est la seule façon de rembourser votre dette à la vie. Jennifer a hoché la tête, les larmes trempant son col, puis a reculé et s'est inclinée profondément. Pas d'excuses, pas de blâme, pas de supplication pour que je sauve sa réputation, juste l'acceptation d'un nouveau départ à partir de moins que zéro. Je l'ai regardée marcher dans le long couloir de l'hôpital, petite et perdue dans la froide lumière jaune. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai pensé que peut-être Jennifer changerait vraiment. Pas pour l'amour, pas pour Jackson, mais pour l'enfant qui venait de naître, le seul dans cette histoire qui ne portait aucun blâme. Et à partir de ce moment, j'ai su que chaque personne dans cette histoire marcherait désormais sur le chemin qu'elle avait pavé avec ses propres choix. Quant à moi, j'ai choisi le chemin sans retour en arrière. Cet après-midi-là, après avoir terminé mon service tôt, j'ai conduit vers le lac Michigan où l'eau s'étendait jusqu'à l'horizon comme un vaste miroir reflétant chaque souvenir que j'étais prête à laisser partir. La route côtière s'ouvrait devant moi, large et dégagée, comme si personne ne m'avait jamais blessé dans cette vie. J'ai baissé les vitres. Le vent du lac s'est engouffré, s'en mêlant dans mes cheveux, s'enroulant autour de mon cou comme une étreinte de liberté. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que l'air atteignait vraiment mes poumons. Je me suis garé près du belvédère, j'ai coupé le moteur. En sortant, j'ai fait face à l'eau bleue profond. Mes pieds plantés fermement sur la terre comme si je marquais un nouveau point dans ma vie. Les vagues clapotaient doucement, comme pour répondre à un chagrin que je n'avais pas encore nommé. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et je me suis parlé à moi-même, doux comme un vœu, tranchant comme une coupure finale au dernier fil qui me liait. Certaines personnes peuvent pardonner la tromperie. Je n'en fais pas partie. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime pour faire savoir à YouTube que vous voulez en entendre plus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel, vous méritez la vérité, le respect et une nouvelle vie. Merci d'être ici avec moi.